Voici un numéro un peu différent que je vous propose en accueillant une grande dame du théâtre. Elle va souffler ses 100 bougies sur la scène du théâtre de Poche-Montparnasse en novembre prochain. Elle a glané 3 Molières au cours de son immense carrière. Elle a joué les plus grandes héroïnes du théâtre français et international, rencontré les auteurs les plus illustres de leur époque, de Sartre à Pierre Nott en passant par Ionesco, et elle continue d'être habitée par une passion devenue raison de vivre. Pour Dramaturgie, le podcast qui met en scène l'écriture théâtrale, la grande Judith Magre revient sur certains des moments les plus importants de sa carrière, les rencontres primordiales qui l'ont jalonné et son amour des beaux textes. Bonjour Judith. Bonjour Julien. Je me posais la question, vous qui êtes une grande comédienne maintenant depuis longtemps, est-ce que c'est l'amour des grands textes qui vous a poussé à devenir comédienne ? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir comédienne finalement ? Pas du tout. Pas du tout, c'était quoi alors ? C'était que j'avais commencé une licence de philo, mais ça m'a ennuyé. Que j'ai vu une fois dans Match une photo de René Simon, le professeur de l'époque, avec 2 très belles filles. Et je me trouvais moche. Je me suis dit, si je vais le voir, peut-être que je deviendrai belle. Je suis allé comme ça chez René Simon. J'ai laissé tomber la licence. Et chez René Simon, j'ai été incapable de dire un mot. J'ai dit la Loreley. Je me suis mise à pleurer au 3e vers. Simon est monté sur la scène et il a dit aux autres, vous voyez cette gourde ? Eh bien, je suis sûr qu'elle fera quand même quelque chose. Puis je suis rentré dans la salle. J'ai plus jamais ouvert la bouche au cours Simon, mais il a toujours été adorable avec moi. Il m'accueillait très gentiment, il me faisait des petits cadeaux, il ne me faisait pas payer le cours. Enfin, il était gentil. Moi, j'ai eu de la chance parce que finalement, j'ai rencontré beaucoup de gens très gentils. Vous me direz, c'est donnant, peut-être qu'ils me trouvaient gentil aussi. C'est possible, oui. Mais alors du coup, comment vous êtes venu à arpenter les grandes scènes et dire de grands textes ? Parce qu'on me les a proposés. Non, mais... Parce que vous étiez au cours Simon, du coup, il a bien fallu une étape supplémentaire. Écoutez, moi j'ai commencé à jouer dans une petite tournée à Innsbruck. Ma première entrée en scène, c'était dans une pièce dont je ne me rappelle pas le nom. J'avais un petit chapeau, un petit tailleur, 10 de sang, une ombrelle. J'entre en scène, je bute sur quelque chose, je fais un vol plané et j'atterris à plat ventre par terre. Les gens applaudissent, je croyais que c'était dans la mise en scène. Je me suis dit, est-ce que j'y suis, est-ce que j'y reste ? Non. Je me suis relevé, j'ai ramassé l'ombrelle, le chapeau, j'ai dit le texte, puis c'est parti comme ça. Comme quoi, hein, ça tient à pas grand-chose. Hein, Vous savez, dans la vie, les choses importantes tiennent toujours à peu de choses. Les rencontres, tout. Très tôt, vous avez joué dans des pièces écrites par des grands noms. J'ai fait un petit listing qui est impressionnant. Et des auteurs que vous avez interprétés des années 50 à nos jours. Il y a eu Frédéric Dard, il y a eu du Eschyle, du Sartre, du Tchekhov, du Molière, Giraudoux, Claudel, Gorky, Gautier, Brecht, Pasolini, Anouilh, Aragon, Camus, Cocteau, Coltès, Pierre Nott, Simon Abkarian, Les Tessons, père et fils. vous savez plus que moi. Oui, mais cette liste est impressionnante. Est-ce que vous mesurez cette incroyable théâtrographie qui est la vôtre ? Qu'est-ce que ça représente pour vous, tous ces grands auteurs que vous avez interprétés ? Que j'ai eu de la chance, qu'on me les donne à lire, de les aimer et d'avoir la chance de monter en scène pour les interpréter. Toujours un coup de chance. Je n'ai jamais été très décisive. Les choses arrivaient ou n'arrivaient pas. Vous n'avez jamais été voir un auteur pour qu'il vous écrive un rôle ? Non, parce que ceux que je rencontrais, ça me suffisait. Ok. Moi, j'ai connu Sartre, Ionesco, Marcel Aimé, plein de Anouilh. Je les rencontrais et ils me donnaient des rôles. Alors, j'allais pas courir partout pour en trouver encore d'autres. Justement, Sartre revient beaucoup. Comment ça s'est passé avec lui ? Est-ce que chaque fois, c'est lui qui écrivait des rôles pour vous en pensant à vous ? Moi, j'ai connu Sartre. C'était l'époque de Saint-Germain-des-Prés, où tout le monde au Café de Fort se connaissait. J'ai rencontré Lave, Sartre, Liberty, Simone de Beauvoir, Adenkoff, tous les gens. À cette époque-là, il y avait plein de gens, auteurs, écrivains, et on se retrouvait là et j'ai connu Sartre comme ça. D'ailleurs, à ce moment-là, on ne se parlait pas, mais il se trouve que
Je crois que c'est lui qui a pensé à moi. Ah, c'était Witold aussi. Et Witold, je le rencontrais. Je n'osais même pas lui parler, mais on se rencontrait au Jardin du Luxembourg. Moi, j'habitais à côté. Et j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Et Witold, un jour, il est venu me proposer de jouer huis clos. Alors, dans la foulée, j'ai donc rencontré Sartre. Puis après, Sartre est devenu un grand ami parce que quand j'étais marié à Claude Lanzmann, il faisait partie de la famille. Enfin, on allait à Rome passer des vacances ensemble avec Simone de Beauvoir. Et c'était vraiment un ami. On allait passer quand je jouais à Chaillot. Lanzmann venait me chercher au théâtre. On allait chez Simone de Beauvoir où il y avait Sartre. On a bu du whisky. On bouffait des bouts de jambon et des œufs durs. Ça n'a jamais été des fêtes culinaires. D'ailleurs, moi, je m'en fous, j'aime pas bouffer, mais j'aime bien boire. Alors, ça allait très bien. J'ai passé beaucoup de soirées comme ça. Du coup, avec de Sartre, j'ai joué huis clos, Les séquestrés d'Altona et Le diable et le bon Dieu. Ben, c'est déjà pas mal. Mais oui, tout à fait. Là aussi, ce qui est impressionnant, c'est que vous êtes passé par toutes les époques, parce qu'il y a des auteurs de l'Antiquité. Oui, mais celui-là, je ne l'ai pas rencontré. Non, bien sûr. J'ai beau être presque centenaire. Non, mais je dis pas ça pour ça. Je n'ai pas rencontré Eschyle. Mais c'est une langue, en tout cas, qui est différente Vous avez interprété plusieurs langues, c'est ça que je voulais dire, à la fois de l'Antiquité, les langues contemporaines, mais aussi des auteurs étrangers. Comment on réussit finalement à passer de telles époques à d'autres Est-ce que vous aviez... Vous savez, c'est un métier, à partir du moment où on sait lire un texte, on sait ce que vaut une virgule, un point, virgule, bon ben ça va. Ah mais c'est pas donné à tout le monde, il y en a plein qui... Il n'y a qu'à savoir lire. Ça ne suffit pas pour moi, je pense. Il y a des acteurs qui seraient incapables de passer comme ça Ah ben écoutez, ils se démerdent comme ils peuvent. Moi je sais lire. Mais c'est que vous aviez quand même un attrait pour les mots finalement, pour les textes, les grands textes. Non. Non plus. Moi j'aimais bien lire quand j'étais petite. Qu'est-ce que ça a été mes premières grandes nourritures? Quand j'avais 10 ans, j'ai lu Les nourritures terrestres de Gide. Après, à 11 ans, je me suis tapé À la recherche du temps perdu. Je me suis tapé tout ça pendant les vacances, j'ai adoré ça. J'ai essayé de le relire maintenant, ça m'a profondément ennuyé, je n'y suis pas arrivé. Et puis, je sais pas, à la maison, qu'est-ce que j'ai lu qui m'avait fait un truc de Tolstoï, Sonate à Kreutzer. Et alors, dans Sonate à Kreutzer, il y avait 3 lignes, je l'ai lu, je devais avoir 10, 11 ans, c'est toujours à cette époque-là que j'ai lu davantage. Et il y a 3 lignes qui m'avaient complètement bouleversé, sentimentalement, sexuellement. Et ben j'ai essayé de les retrouver, et ben je les ai pas retrouvées. Ce qui veut dire que quand on a 10 et 11 ans, on est plus sensible que quand on devient vieille. Je vous fais rire? Non, mais c'est drôle. De se replonger comme ça dans des lectures qu'on a eues enfant, je ne l'ai encore pas fait pour le coup. Je me suis pas encore replongé moi dans les lectures que j'avais à 10-11 ans. Je devrais peut-être... moi je me suis reposé parce que j'oublie tout. Ça, je n'ai absolument aucune mémoire. Et alors pour les textes, je suis bien obligé de les apprendre. Mais une fois que la pièce est finie, je ne sais même plus de quoi ça parle. Mais c'est vrai, j'oublie tout. Moi, par exemple, je sais que j'aimais lire À la recherche du temps perdu Gide. Je ne sais plus pourquoi, j'étais très jeune. Je sais que j'ai voulu faire après une licence de philo parce que quand j'avais 10 ou 11 ans, je suis tombé sur un bouquin, ça avait comme titre Ainsi parlait Zarathustra. J'ai lu le nom de l'auteur, Nietzsche. Je me suis dit, faudra que je m'occupe de ce bonhomme-là plus tard. Et c'est comme ça que j'ai fait 1 an d'une licence de philo. Et puis ça m'a suffi parce que je pouvais lire des trucs moi-même. J'avais pas besoin des profs que je trouvais un peu ennuyeux. Quelles sont selon vous les plus grandes héroïnes que vous avez pu interpréter? Qu'est-ce que c'est une grande héroïne? Ah je sais pas, il y en a qui m'ont dit... Une qui se tue, une qu'on tue. Ça c'est chacun a son prisme. Vous, ce serait quoi? Donc, quels sont vraiment les rôles marquants pour vous? Qu'est-ce que j'ai aimé? Parce que les trucs que j'ai joués et qui me laissent un souvenir, c'est plus lié aux choses qui sont arrivées pendant que je les jouais,
aux personnes que j'ai rencontrées. Moi, par exemple, j'ai joué Phèdre, et je l'ai joué à Paris, je ne sais plus où, et je l'ai joué en tournée, j'étais à Hambourg, et ça, je m'en souviens, parce que Lanzmann, avec qui Lanzmann, on s'est connu quand on avait 20 ans, on s'est quitté, on s'est retrouvés 10 ans après, et on ne s'est plus quitté. Mais il vient à Hambourg pour me voir jouer Phèdre, et il vient à la fin de la pièce, que j'étais génial, que j'étais formidable, qu'il devait rentrer pour travailler au journal et que je ne sais pas quoi, mais qu'il fallait qu'il me voie une deuxième fois. Le deuxième jour, il arrive fou de rage, si t'es aussi à chier encore, on se quitte. Bon, il arrive le troisième jour, à la fin de la représentation, il arrive avec 3000 roses, parce qu'il était toujours excessif, et puis on ne s'est pas quitté. Grâce à Phèdre. Donc on va dire que c'est le plus beau souvenir de théâtre alors. C'est un souvenir. Je n'ai pas de beau, j'ai les mauvais souvenirs. En fait, non, il y a une personne dans ce métier que j'ai vraiment détesté, c'est Bernard Sobel, pour des tas de raisons que je n'ai pas à vous raconter. Mais autrement, j'ai toujours aimé les acteurs avec qui je jouais, les auteurs que je jouais. Et enfin, j'ai eu de la chance, je suis toujours tombé sur des gens que je trouvais formidables. J'ai été chez Barrault, et ensuite avec Villard, avec Wilson, avec Charles Denner, avec des auteurs. Quand j'ai joué Qui a peur de Virginia Woolf, avec Nils Arestrup, avec qui tout le monde soi-disant s'engueulait, nous ça a été une histoire, j'allais dire une histoire d'amour, non pas du tout, parce qu'on n'avait pas d'histoire privée, mais quand on terminait la représentation, on tombait dans les bras l'un de l'autre en se disant merci tellement on était heureux de jouer ensemble. Ça, c'était formidable, ça, très bon souvenir. Bon, j'en ai d'autres quand même. Oui, et notamment les pièces pour lesquelles vous avez eu des Molières, j'imagine. Je ne sais pas lesquelles. Non. Non, je sais que j'ai eu 3 Molières, je sais que j'étais... Je m'occupais à autre chose quand je les ai eus, et c'est toujours un journaliste qui venait me taper sur les épaules en me disant « Judith, c'est à vous ». Ah bon, je montais sur la scène, mais bon, oui, j'étais contente. Je n'ai absolument aucune vanité d'aucune sorte. Là, je me suis dit, c'est que les gens m'aiment bien, alors ça me fait plaisir. Mais bon, je ne vais pas... C'est rare, cette humilité. Mais j'ai pas d'humilité. On me donne la Molière, c'est parce qu'on a trouvé que je jouais bien une pièce. J'aurais été serrurier, on m'aurait félicité parce que j'avais fait une bonne serrure qui fonctionne. C'était pareil. Moi, je trouve que c'est bien quand les gens font un métier, de le faire pas trop mal. Moi, j'avais un grand-père qui était un grand ébéniste et qui a fait des choses extraordinaires. Moi, j'étais très fier. Mon père, il a inventé un truc qui s'appelle le tarare. C'était un inventeur, c'était aussi un mec incroyable, un très bon alpiniste, un type qui nous emmenait dans un petit avion pour faire des loopings et des virages sur l'aile. Bon, moi j'ai eu dans ma famille des gens très sympas. Je n'ai jamais entendu parler de brouille dans ma famille. D'abord parce que c'était pas des gens qui avaient de l'argent. Non, j'étais pas à attendre la bête à la rue, c'est pas ça. C'était des gens normaux, quoi. Aisé, mais pas... Moi, je ne savais pas ce que c'était que l'argent, jusqu'à ce que j'ai eu à en gagner. Non pas parce qu'il y en avait beaucoup, mais parce que, oui, la maison était bien, le parc était bien, la vaisselle était jolie, les bonnes étaient gentilles. Enfin, tout allait bien, mais pas d'une façon excessive, d'une façon normale, dans une moyenne normale. Je n'étais ni très pauvre, ni très riche, mais une famille de gens intelligents et qui s'aimaient. Je n'ai jamais entendu parler d'histoire d'argent ou de brouille dans ma famille. C'est pas mal, ça. Alors, peut-être qu'on ne me racontait pas. Enfin, les choses finissent toujours par se savoir quand il y a des sales histoires. Moi, j'étais avec une famille absolument adorable, avec qui je me suis beaucoup engueulé, à qui j'en ai fait voir de toutes les couleurs. Ça, je ne vous raconterai pas tout. Et
J'aurais mieux aimé qu'ils ne me mettent pas au monde, parce que je trouve que c'est un crime de mettre des enfants au monde. Je n'ai pas voulu en faire. Bon, une fois qu'on est là, on est là. Et c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas souhaité beaucoup vivre. Moi, à 7 ans, on m'a dit, t'as 7 ans, t'as l'âge de raison, qu'est-ce que tu souhaites? Mourir jeune. Ben, c'est raté. Ben oui. Oh, ça va bien finir par arriver. N'en parlons pas. Non, parce que là, j'en ai marre, hein. La vieillesse, c'est horrible, c'est pénible, c'est affreux. C'est affreux. Encore moi, je dis heureusement, et peut-être pas heureusement, parce que moi, j'ai toute ma tête. Je vous parais normal, quoi. Bien sûr. Hein? Bon, je suis normal. Mais je pense que, non, quand on n'a plus sa tête, c'est pas drôle non plus. Mais quand on l'a, c'est pas drôle, parce qu'on se rend compte à quel point la vie est merdique quand on est vieux. La vieillesse est une chose horrible. Alors, il y a de beaux vieillards, de sages vieillards. Et ben moi, je suis dit, ben elle dit sage. Et ça me fait chier d'être vieille. Bon, j'y peux rien. Comme là, vous n'allez pas vouloir me tuer. Non. Pourquoi? Pourquoi? Mais en fait, si c'était absolument sans sanction, si parmi le savait, et si vous saviez que j'en ai très envie, ça me ferait très plaisir. Vous refuseriez? À méditer. Non, par contre, ça pourrait être un bon sujet de départ de pièce. Ça serait une Comme j'écrirai votre pièce. Non, mais je sais, en tout cas, ça peut être une belle idée. Le face-à-face avec quelqu'un qui on demande s'il veut vous tuer, et qui en fait sait pas très bien s'il veut ou s'il veut pas, s'il ira en enfer ou s'il ira pas en enfer. C'est pas mal, non? Pour revenir au texte, vous avez surtout, principalement, à part quelques exceptions, dit des textes écrits par des hommes. Il y a eu quelques femmes, mais je sais que principalement, en tout cas, c'était des dramaturges masculins. Est-ce que vous étiez un peu étonné ou déçu qu'il n'y ait pas plus d'autrices femmes reconnues et maintenant, c'est un peu plus. C'est un peu plus de notre époque, mais... Si je me souviens de femmes reconnues? Non, en tant qu'autrice, en tout cas, c'était plus rare, j'ai l'impression. Bon, écoutez, moi j'ai eu comme amie, et grande amie, Simone de Beauvoir, quand je jouais les pièces de Sartre, quand j'étais marié avec Claude Lanzmann. Et d'ailleurs, avec Claude, même si on était séparés, on ne s'est jamais en fait quitté. J'ai une photo de moi dans ses bras quelques mois avant sa mort. Je veux dire, c'est une histoire qui a commencé à 20 ans, qui s'est interrompue pendant 10 ans, qui a recommencé, mais je crois que c'était un truc qui était debout, quoi. Mais du coup, pour en revenir au fait qu'il y a eu très peu de femmes qui écrivent du théâtre à votre époque. Non, j'ai dit une fois, chez les Barreaux, quand j'étais dans la troupe Barreaux, des poèmes d'Anna de Noailles. Non, j'ai pas joué des femmes, dit non. Mais c'est comme ça. Je n'ai aucun mépris pour les écritures féminines. Simone de Beauvoir, c'était une amie. Et je trouve qu'elle a écrit des choses très importantes, avec lesquelles je ne suis pas toujours d'accord, mais ça n'a pas d'importance. Vous êtes maintenant une résidente du Poche Montparnasse, d'un haut lieu consacré aux belles lettres, aux grands auteurs. Est-ce que c'est un choix logique finalement pour une actrice qui n'a eu que des grands rôles? Écoutez, le Poche, c'est plus que ma famille. Philippe Tesson, c'est une des personnes que j'ai le plus aimé au monde. Sa fille Stéphanie, c'est la même chose. Sylvain, j'ai une admiration sans borne aussi pour lui. C'est une famille formidable, de gens beaux, intelligents, talentueux. J'adore les gens du Poche parce qu'ils sont très gentils avec moi. Et puis j'ai joué quand même des très beaux textes. Bon, moi j'y suis bien. Je suis bien au Poche. Ah oui. Justement, vous y faites actuellement des lectures théâtrales. Il y a eu Racine, il y a eu Baudelaire, Apollinaire, Aragon, Tesson et bientôt donc Ionesco, en duo avec votre acolyte Éric Nolot. On ne mesure pas forcément le travail qu'il y a derrière un spectacle de lecture théâtrale. Comment ça se passe? Comment vous choisissez les textes? Je sais lire. Oui, depuis l'âge de 7 ans. Je sais, mais comme il y a tellement, pour certains auteurs, tellement de textes, comment on se dit, tiens, je vais lire celui-là plutôt que celui-là? Comment vous faites? Le hasard. Le hasard?
Oui. Vous pointez le doigt comme ça dessus? Oui, le hasard. Il y a un moment, j'ai dit du Racine, c'est parce qu'une fois j'avais raconté l'histoire du songe d'Athalie que j'avais appris quand j'avais 6-7 ans et que devant la glace dans la chambre de mes parents, je me faisais des peurs et je m'évanouissais presque de peur en racontant le songe d'Athalie. Alors là-dessus, ça s'est enchaîné, que j'ai eu une série de séances avec Racine. Baudelaire, ça a été le poète que j'ai découvert quand j'étais très jeune et que j'ai tellement aimé. Moi, j'aimais mieux lire Baudelaire que La Fontaine. Ça n'enlève rien au talent de La Fontaine, mais c'est mon goût qui est... C'est comme ça, quoi. Ça se discute pas. Ce qu'on aime ou ce qu'on aime moins. Ce qui n'empêche que La Fontaine, je trouve ça extraordinaire. Je ne vais pas vous dire le contraire, parce que j'aurais l'air d'une conne et... Non, mais c'est vrai, en plus, je trouve ça extraordinaire. À part qu'on vous fait apprendre les fables quand on est très jeune, et que c'est très ennuyeux de les apprendre quand on est très jeune, parce que toute la vérité, toute l'ironie, tout ce qu'il y a dans les fables que je découvre maintenant, enfin, oui, je trouve que c'est formidable. Pas quand j'étais jeune, période sur sa tête ayant un pot au lait, moi j'avais envie de me dire, bon, bah, que je le casse sur la figure, et puis... Là, ça sera Ionesco, le prochain spectacle. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup de Ionesco? Vous l'avez bien connu, c'est ça? Ah oui, Ionesco, je l'ai connu parce que quand j'étais dans la troupe Barreau, j'ai été pendant quelques années, puis surtout, j'ai fait une tournée avec eux en Amérique du Sud, le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine. Alors là, il s'est passé en 3-4 mois tellement de choses extraordinaires. Si je vous les racontais, vous seriez encore là dans 3 jours. Mais, ben oui, Ionesco, c'est comme ça. C'est comme ça que je l'ai connu et j'ai jamais joué d'autre de lui. Et je ne suis pas allé voir. J'ai lu d'autres pièces, mais je ne suis pas allé les voir. Ben, faut dire que moi, je jouais tout le temps et que je n'avais pas le temps d'aller voir les autres. Si c'est des amis très chers, moi, j'arrivais à quand même trouver le temps. Là, maintenant, j'ai le temps. Je ne vais pas beaucoup au théâtre, mais je vais voir les gens que j'aime. Je vais voir Pierre Arditi, je vais voir ma grande amie, le génie, Catherine Hegel, qui est une actrice absolument fantastique, avec qui j'ai joué 2 pièces et on est restés très amis. Oui, elle n'a pas un caractère facile, mais c'est une bonne femme extraordinaire. Enfin bon, je l'aime. Bon, alors après, chacun son Donc Ionesco, du coup. Quelques anecdotes autour de Ionesco? Eh bien, j'en ai pas. Ah. Parce qu'il venait aux répétitions et il était toujours extrêmement gentil et sympathique. Alors, tout à coup, pendant la répétition, je disais « Oh, il y a Ionesco qui arrive, il y a Ionesco qui arrive, il y a Ionesco. » On était très contents parce qu'il était charmant. Puis après, quelquefois, on disait « Oh là là, voilà sa femme qui arrive, voilà sa femme qui arrive. » Alors là, c'était moins rigolo. Mais Ionesco était un homme charmant, absolument adorable. En fait, j'ai joué que le rhinocéros et bon, bah, je ne peux pas en dire plus, quoi. Il était très sympathique, c'est tout. Et alors du coup, est-ce que vous avez des anecdotes sur des auteurs que vous avez rencontrés? Récemment, il y a eu Pierre Notte, par exemple. Ah, bah, Pierre Notte, qui vient me voir régulièrement, qui est quelqu'un que j'adore. Et c'est un homme tellement beau, charmant, talentueux. Et sur d'autres personnes que vous avez pu rencontrer, D'autres auteurs, en tout cas, d'autres auteurs, ouais. Des auteurs que j'ai rencontrés. Ouais. Eh ben, j'ai pas rencontré Molière ni Racine, ça c'est sûr. J'ai beau être vieille, quand même, il y a une limite. Non, mais j'ai été très ami avec Sartre, j'ai joué 3 pièces de lui, et puis c'était un grand ami de Claude Lanzmann, donc on passait souvent des vacances ensemble à Rome, enfin, et alors il nous arrivait. Il est arrivé avec Sartre, des aventures tellement incroyables. C'était un homme extrêmement drôle. Oui, il était drôle. Il avait beaucoup d'humour. Je ne veux pas parler de Sartre beaucoup, on en dit plus que moi je ne peux en dire. Et j'ai été très heureuse d'avoir la chance de le rencontrer.
Le Diable et le Bon Dieu, c'était merveilleux parce que c'était à Chaillot où je n'ai que de bons souvenirs. Et c'était avec François Perrier. Moi, je n'ai eu que des partenaires extraordinaires. Quand je pense à Charles Denner, Mistral Troupe, François Perrier, j'en oublie certainement d'autres, mais je n'ai jamais eu de mauvais rapport avec des comédiens. Peut-être parce que je fuyais naturellement ceux avec qui je risquais d'en avoir des mauvais rapports, mais je crois même pas. C'est vrai que moi je suis plutôt attiré par les gens que j'aime et que je trouve bien, que par les gens que j'aime pas et que je trouve pas bien. Ça paraît naturel, et bien finalement c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont chercher surtout des gens avec qui ils vont s'engueuler. Moi je n'aime pas les engueulades. Ça n'exclut pas de s'engueuler avec les gens qu'on aime le plus. Bien sûr. Mais ça c'est autre chose, c'est sur un autre plan. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des jeunes comédiens ou à des jeunes auteurs qui voudraient se Moi, lancer? des conseils, je n'en donne pas. D'abord, je n'ai pas à en donner. Moi, je leur dis de faire ce qui leur plaît, puis d'avoir une bonne voix et de savoir lire. Et puis, elles se démerdent, comme moi, je me suis démerdé. On peut pas... Les conseils, ça sert à rien. Si, quand on est avec quelqu'un, quand on travaille avec quelqu'un, on peut s'entraîner mutuellement, se dire, tu ne trouves pas qu'il faudrait là, resserrer un peu, ou aller un peu plus, enfin, se donner des petites aides mutuellement. Mais autrement, non, je ne suis pas une donneuse de conseils. Et on n'a pas souvent essayé de me donner. En tout cas, non, c'était ma dernière question. C'était votre dernière question? Oui. Eh bien, je ne vous ai pas répondu de façon très intelligente et très positive. Merci beaucoup, Judith, et à bientôt sur scène. À bientôt. Merci d'être venu, c'est gentil. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Cet entretien s'est tenu le mercredi 19 août 2026. Je remercie infiniment Judith Magle de m'avoir reçu et de m'avoir offert ce moment hors du temps. Vous pourrez la retrouver à partir du 7 septembre sur la scène du théâtre de Poche-Montparnasse, où elle est élue résidence, en compagnie de son acolyte Éric Nolot, pour rendre un vibrant hommage à Eugène Ionesco. En attendant de l'applaudir et en vue de cette rentrée qui se profile, allez au théâtre et lisez-en, cela peut être très intéressant.